Il y avait, du coup, j'ai noté 6 questions, que vous avez pu poser au fur et à mesure. La première, c'était Gatien et Marc-Antoine. Du coup, je vous invite si vous voulez, je crois que Gatien est parti, mais si Marc-Antoine, si tu là, tu peux, réactiver ta caméra et ton micro. Et c'était une question sur, la hiérarchie entre entre les données. Est-ce que tu peux peut-être préciser la question que tu avais? Mais bon, Michel, je peux peut-être te laisser, dire 2 mots là-dessus pour il y a pas de hiérarchie, quoi. Sur hiérarchie, c'est-à-dire comment Beh, j'imagine que Marc-Antoine voit comment ça marche une base de données traditionnelle où du coup tu as des clés primaires, tu des dans les relations, tu as des bases de données qui sont, heu, comment dire? Du coup, qui ont plus d'importance que d'autres. alors après, il y a la question de la représentation des connaissances et la question de la technique. Heu, il y a par exemple, dans Mmh. la technique des triple stores ou des bases de données sémantiques ou des bases de données graphes, voilà, après, la hiérarchie de l'information, en effet, il y en a pas. C'est-à-dire qu'a priori, enfin, je voyais Thomas qui pourra peut-être répondre, mieux que moi là-dessus. C'est le D'une part, on peut dire que le web sémantique, c'est le web, hein, donc Heu, que tout le monde peut participer avec plus ou moins de bonheur à ça. Et après, donc au sein de communautés, on peut avoir des, politiques, hein, pour, hiérarchiser, modérer l'information et l'agrégation, de ces connaissances. Ça fait pas partie à mon sens, mais peut-être que je dis des bêtises, hein, ça fait pas partie du web sémantique, hem, de créer des hiérarchies. Et d'ailleurs, une chose, bon, qui est intéressante, enfin qui est intéressante, une chose qui manque dans le web sémantique, dans les énoncés qu'on peut produire, c'est que, par exemple, les énoncés sont bruts. Par exemple, je dis John Cage est un compositeur américain. Mais par exemple, on ne peut pas dire je crois que John Cage est un compositeur américain ou je sais que John Cage est un compositeur américain. Donc on a toujours des énoncés qui sont un peu bruts comme ça, et donc c'est un peu compliqué dans le cadre du web sémantique, effectivement, de dire qu'une information, par exemple, est plus légitime, a plus de valeur, est plus crédible, par exemple, qu'une autre information. Mmh. Et Voilà. donc, Yannick, dit justement, si on veut les hiérarchies, bah, du coup, on utilise une sémantique hiérarchique, dans l'autologie, quoi, mais on a la main là-dessus. Thomas, hein, quelque chose à ajouter sur ça? Peut-être une réponse que j'avais fait à Yannick dans le chat, c'est que c'est dans ces typologies de projets, graphes de connaissances, enfin ceux que je vois moi, c'est on est d'abord dans des situations où on essaie de reconnecter dans un même graphe des données qui viennent de plusieurs endroits, des données qui viennent de sources dans l'organisation. On a plusieurs applications, on a plusieurs silos, on a plusieurs bases, on a plusieurs sites. On essaie de les reconnecter entre elles. Et éventuellement de reconnecter ça avec des données qui viennent d'ailleurs. Hein, parce qu'on est sur des technos standards, on peut essayer de reconnecter des données qui viennent d'une autre organisation, qui viennent du web, qui viennent de sources de données collaboratives, Wikidata, DBpedia. Donc on est d'abord sur la constitution d'un espèce de graphe de connaissances interne à l'organisation, qui va servir de pivot pour venir réalimenter tout un tas de choses. On constitue un graphe central. À partir de ce graphe, on va produire des flux de diffusion, on va régénérer des sites web, on va aller alimenter d'autres sources. Enfin voilà, ça devient en fait le pivot central de l'information. Et s'il y a lieu, ce graphe, il va être lui-même exposé, mis à disposition sur le web, partagé avec d'autres s'il y a lieu de le faire. Et il y a Adrien qui mentionne, il dit qu'avec des quads, ce serait possible, oui, avec des relations à 4. Parce que quand on parle de triplet, on parle du coup de 3 relations, mais après, on peut éventuellement faire des relations à n uplets, et auquel cas, on pourrait dire, ben voilà, il y a l'URI numéro 51, John Cage est un compositeur, et l'URI numéro 42, je sais l'URI 51. Effectivement, ce serait possible.
La question suivante, c'était Jean-Baptiste qui se demandait comment on sécurise la modification des liens. Parce qu'en effet, si on a des graphes ouverts, que chacun contribue, mais si voilà, j'ai une idéologie politique et que du coup je souhaite investir un graphe ou des données avec cette idéologie, comment je fais pour me protéger? En fait, moi, c'est pas une question qui est liée au techno, c'est une question qui est liée à l'ouverture ou non du système, c'est une question qui est liée au système qu'on met en place, quoi. Ça peut être des politiques collaboratives à la Wikipédia avec des gens qui viennent vérifier, ça peut être des systèmes de droit d'accès, ça dépend, hein. C'est pas tellement inhérent là, à ces maps ou aux technos du web sémantique, cette question. Mais elle pose la question des droits d'accès. Elle pose la question des droits d'accès aux données, et là-dessus, là, dans ces maps, vous avez trouvé une bonne solution là-dessus, je crois, pour les questions de droit. Il y avait Pierre Johnson du coup qui demandait est-ce que vous avez accès à une URL du CMAPS. Donc là, j'ai partagé dans le chat l'adresse du DMS. Il y a Thomas qui a partagé l'adresse de SPAR Natural. Mais voilà, comme je disais, CMAPS, il y a trois. C'est un logiciel qui est un peu complexe parce que c'est à la fois pour les geeks et à la fois pour les utilisateurs finaux. Mais on a cette volonté de faire quelque chose d'assez sobre et du coup à base de microservices. Et donc, il y a une boîte où c'est toute la partie base de données, une boîte où c'est toutes les interfaces et une boîte qui est plus les connexions avec les interfaces et bases de données. Et aujourd'hui, on s'est concentré plutôt sur les parties techniques qu'on pouvait mutualiser, qui sont la base de données et les connexions entre ces bases de données et ces interfaces. Mais les interfaces seront développées du coup spécifiquement. On peut moins mutualiser les interfaces. Et ensuite, donc la dernière question, c'était flux RSS versus ActivityPub. Ça, j'ai l'impression qu'on a répondu du coup en commentaire. Voilà, le flux RSS, il émet une information avec juste un titre et puis un petit encart. Mais donc, c'est monodirectionnel, il n'y a pas de métadonnées. Et tandis que ActivityPub, c'est multidirectionnel et en plus on peut ajouter plein de méta-informations par rapport à la donnée. Et Simon, vas-y, je t'en prie, si tu as un truc à dire sur les conflits de données. En fait, je voulais dire un truc, ça a été plus ou moins expliqué dans le chat, mais autant le partager. Dans l'absolu, dans le web sémantique, un sujet, donc le compositeur de tout à l'heure, par exemple, n'existe qu'une fois dans le monde, dans tous les serveurs. Dans le sens où si quelqu'un a créé cette information une fois à un endroit, l'identifiant de ce sujet va toujours être le même et celui qui est en fait a été créé par un serveur la première fois on l'a créé. Et donc, dans l'absolu, théoriquement, si tout fonctionnait en web sémantique dans le monde idéal, à chaque fois qu'on voudrait parler de ce sujet-là, on devrait référencer cette URI produite par ce serveur initial. Ça, c'est le monde utopique vers lequel on souhaite aller, mais ce n'est pas du tout le cas maintenant. Et par exemple, avec DataFood Consortium, où on est en train d'essayer de faire communiquer plusieurs plateformes de circuits courts alimentaires, même si chaque acteur, chaque plateforme de circuits courts alimentaires respecte les normes du web sémantique et la même ontologie et les mêmes protocoles et que tout va bien, eh ben, on ne peut pas vraiment travailler ensemble parce qu'on n'a pas les identifiants. Donc, en fait, notre travail, par exemple, dans ce cas-là, c'est de interconnecter les identifiants, c'est-à-dire créer une base de données, une sorte de super annuaire qui dit tel identifiant chez quelqu'un, c'est la même chose que tel identifiant chez l'autre. Et donc, on fait ce qu'on appelle l'intermédiation d'identifiants. Et dans ce cadre-là, soit, comme dans Wikipédia, dans le monde idéal, et dans le monde dont on parlait tout à l'heure, où un URI n'existe qu'une seule fois dans le monde, tout le monde contribue à la même chose. Il y a des techniques diverses et variées qui permettent d'être au courant de ce que tout le monde a dit sur ce même sujet qu'est le chanteur. Mais dans le monde actuel, ce n'est pas possible. Et il faut passer par des mécaniques d'intermédiation d'identifiants. Et peut-être qu'à terme, et c'est l'objectif, grâce à cette mécanique d'intermédiation d'identifiants,
eh bien, on arrive au même résultat que si on avait un identifiant unique créé une seule fois sur un serveur initial. Mais là, on parle du futur et on travaille dessus avec des partenaires. Merci beaucoup, Simon. La dernière question, du coup, c'est celle de Michel, que je vais retrouver. Comment gérer la consolidation d'infos quantitatives ou contradictoires dans un processus collaboratif, par exemple un processus d'ingénierie, qui est un processus qui mobilise de l'intelligence collective et donc des données qui vont être potentiellement modifiées ou améliorées au fur et à mesure? Je peux apporter au moins un élément de réponse là-dessus. C'est que, en fait, les bases de graphes, elles ont la particularité de pouvoir toujours accueillir la donnée. Que la donnée elle soit contradictoire, qu'elle soit incomplète, qu'elle soit fausse, on pourra toujours la rentrer. Donc ça veut dire qu'on peut être sur un process où en fait on fait l'acquisition de données sans se préoccuper forcément de leur validité et on peut les consolider dans un deuxième temps. Ce qui est plus difficile à faire quand on est sur des bases classiques ou sur des technos classiques où en fait il faut que la donnée qui rentre elle réponde en fait au schéma, qu'elle soit complète. Là on peut être sur des process où en fait on peut récupérer de la donnée incomplète, de la donnée contradictoire et consolider dans un deuxième temps. Merci Thomas. Mais du coup, cette dernière question clôture notre première partie, qui était normalement pas si geek, mais un petit peu. Du coup, merci à tous de l'avoir suivi. On propose de faire 5 minutes de pause. Dans la deuxième partie, du coup, on invite les plus intéressés par la technique à rester avec nous. On va, dans une première partie, montrer comment on l'installe. Ça dure entre 10 et 15 minutes. Et du coup, c'est assez rapide en quelques lignes de commande. Et puis après, Sébastien et Simon vous expliqueront du coup plus dans le dur comment ça fonctionne, SparkQL, l'architecture technique. Et voilà. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette première partie. À tout de suite.